Mesdames et messieurs, bonsoir. Maître Gassikia avec vous pour une autre série de notre programme sur les questions d'immigration. Comme nous le disons à chaque fois, veuillez vous abonner à notre chaîne. Vous qui nous regardez et qui vous n'êtes pas abonnés, on vous regarde bien. Veuillez vous abonner, veuillez aimer et aussi veuillez partager. Nous avons une très bonne nouvelle. Nous avons atteint 1000 abonnés. Dieu soit loué. Donc, continuez pas à vous abonner et continuez pas à partager nos programmes et continuez pas à aimer aussi. Nous avions parlé plusieurs fois des questions d'asile. Nous nous sommes entretenus à travers plusieurs séries sur ces questions-là. Et nous avions annoncé que nous allons regarder dans d'autres domaines que nous ne pensions pas que seulement on peut rentrer aux États-Unis que par les questions d'asile. Il y a quand même les gens qui ont des talents, qui ont d'autres opportunités pour venir aux États-Unis sans problème, mais qui ne le savent pas. Donc nous allons développer tout ceci et voir quand même quelle autre opportunité existe pour nous à part les questions d'asile ou aussi à part les questions de mariage. Parce que lorsqu'on vient aux États-Unis, on pense que si on vient, on doit forcément se marier. La raison pour laquelle la question du mariage s'impose pour la plupart du temps aux gens, c'est que lorsqu'on vient aux États-Unis et qu'on reste au-delà de son temps de visa ou bien de son séjour, je vais dire, la seule manière pour pallier à cela, c'est la question du mariage. Sinon, il y a beaucoup d'autres systèmes par lesquels on peut venir aux États-Unis. Nous allons parler d'une catégorie de visa qu'on appelle Employment-Based Visa. Employment-Based Visa. Ou bien on dit EB Visa. EB. E pour I, c'est-à-dire Employment, B, Based. Donc, les catégories de EB Visa, et si on parle de visa ici, en réalité, on parle de Green Card. On parle de la carte verte, c'est-à-dire la résidence permanente. C'est ça qu'on appelle un visa dans ce contexte-là, pas vraiment le visa pour entrer aux États-Unis. Nous avons EB1, EB1, EB2, EB2, EB3, EB3, EB4, EB4, EB5, EB5. Donc, toutes ces catégories de visa, ça dépend de votre condition. Il y a EB1, EB1 qui est beaucoup plus disponible aux entrepreneurs. Lorsqu'on est entrepreneur, par exemple, ou bien aussi on a de l'argent à investir aux États-Unis, ou bien on a des créativités à développer aux États-Unis, cette catégorie de visa est beaucoup plus c'est beaucoup plus comment on dit approprié pour ces genres de personnes. Lorsqu'on parle de EB2, EB2 par exemple, c'est pour des gens qui ont étudié. Le critère par exemple est que la personne étudie. Lorsque la personne étudie, mais la personne a un haut niveau de diplôme, pour la plupart du temps un master,
et la personne a eu une expérience de 5 ans à peu près au minimum dans son domaine. Donc, dans cette catégorie-là, c'est ça qu'on appelle EB2. Celui qui a ces critères-là, par exemple, la personne peut postuler pour avoir la green card aux États-Unis. Il y a aussi EB3, EB4, EB5. Nous aurons l'opportunité d'aller en détail par rapport à chaque catégorie de ces visas-là, parce que nous ne voulons pas que cette vidéo-là soit trop longue. Maintenant, en général, il faut dire que puisque nous avons dit que c'est Employment-Based Visa, basé sur l'emploi, par exemple, il va falloir qu'il y ait un employeur qui vous offre le visa. L'employeur qui vous offre le visa compte tenu de votre catégorie. Lorsque nous parlons de EB1 par exemple, la personne même peut être un entrepreneur qui crée un boulot. Donc avec les conditions, la personne peut ne pas avoir besoin d'un entrepreneur. La même chose pour EB2. EB2, ça requiert que quelqu'un vous sponsorise, qu'il y ait un employeur qui vous offre un boulot, un emploi. Donc forcément, il doit avoir une offre d'emploi à votre niveau, parce que l'idée générale, c'est que vous ne preniez pas les boulots des Américains. Lorsqu'on est aux États-Unis, avant de donner l'emploi à quelqu'un qui vient de l'extérieur, l'emploi doit être offert à quelqu'un qui est américain. Et on sait que d'une façon générale, il y a beaucoup d'emplois que peut-être il n'y a pas de gens disponibles aux États-Unis pour faire de ces emplois-là. C'est pourquoi on permet aux gens d'aller chercher ailleurs. Maintenant, un employeur vous offre un emploi pour dire que vous voulez travailler avec lui. C'est lui l'employeur. Lorsque vous venez ici, l'employeur continue avec les procédures et on vous donne le statut d'un résident permanent parce que vous avez eu un boulot. Donc, à cause du fait que vous êtes entrepreneur, par exemple, ou bien à cause du fait que vous êtes intelligent, vous avez un diplôme élevé, surtout dans les domaines de sciences, ce qu'on appelle STEM, dans les domaines de technologie, dans les domaines de mathématiques et consorts. Donc, dans ce cas-là, on vous permet quand même que votre employeur vous offre un emploi. Maintenant, ce que je disais tantôt, c'est que il y a des cas où l'employeur vous dit au gouvernement que bon, je crois que à cause de mon habileté, à cause de certaines qualités que j'ai en tant qu'individu, je pense que je n'ai pas besoin d'un employeur. Lorsque je serai aux États-Unis, vous, l'État américain, vous allez bénéficier de certains talents que j'ai et pour l'intérêt de votre pays, je n'ai pas besoin d'un employeur. Lorsque je viens ici, je peux créer des activités moi-même qui vont bénéficier le gouvernement américain et vous pouvez faire fi d'un employeur avant de m'accorder cette green card là. Et c'est ça qu'on appelle National Interest Waiver. National Interest Waiver. C'est-à-dire, la règle générale, c'est qu'il y a un employeur qui vous prend, qui vous offre un emploi. Maintenant, ce critère-là, on va en faire fi, et c'est ça qu'on appelle waiver en anglais. C'est-à-dire, on va éliminer cette critère-là, on va mettre cette critère-là de côté, et à cause de l'intérêt national, vous allez montrer que à cause des intérêts nationaux, moi je pense que vous pouvez me donner la green card, je vais venir et je vais vous montrer combien de fois ma qualité que j'ai là va bénéficier dans le gouvernement américain. Ça peut sembler que moi, un individu, comment est-ce que je peux bénéficier du gouvernement américain? C'est pourquoi nous, en tant qu'avocats, nous sommes là. Il y a des manières, il y a des choses qu'on doit développer
pour montrer que oui, d'abord, j'ai les diplômes que vous avez demandé, j'ai mon master, j'ai déjà travaillé pendant 5 ans et je crois que maintenant, là, ça fait les premiers critères. Les seconds critères, c'est que bon, je pense que avec le talent que j'ai, le gouvernement va en profiter et par conséquent, laissez-moi demander ma green card moi-même et vous allez voir ce que je peux vous offrir en tant qu'individu. Voilà. Donc, ça, c'est EB2 qui se transforme en National Interest Waiver. Donc, nous aurons l'opportunité, comme je l'ai dit, c'est une vidéo introductive. Nous allons commencer par EB1. Nous allons parler des entrepreneurs et de tout ce qui tout ce qu'il y a autour dans ce domaine-là. Il y a même les professeurs d'université ont leur manière, c'est-à-dire les chercheurs, leur manière de venir aux États-Unis pour demander la green card. Il y a aussi les investisseurs, ceux qui ont, c'est ça, EB5 par exemple, ceux qui ont des millions à investir aux États-Unis. Donc, nous allons parcourir les critères pour chacun de ces catégories de visa, juste pour nous dire que nous ne sommes pas obligés de nous accrocher aux questions d'asile ou bien aux questions de mariage avant de migrer aux États-Unis. Il y a beaucoup d'autres manières que nous allons explorer ensemble. Soyez toujours avec nous. Nous allons faire ce voyage-là ensemble. Une fois encore, merci. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager aussi. Et n'oubliez pas aussi de nous aimer. À la prochaine. Merci.